Bonjour Eva. Merci beaucoup d'avoir accepté du coup l'invitation de Colette Talks. Alors on va parler ensemble d'une émotion particulière, la colère. Pourquoi tu as accepté l'invitation ? Parce que c'est vraiment une émotion qui est présente dans toute ma vie et qui m'a fait beaucoup me poser de questions, qui a été beaucoup retournée contre moi et qui aujourd'hui est un moteur. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter en quelques mots ? T'as grandi où déjà ? Moi, je suis née à Chalon-sur-Saône, j'y ai vécu pendant 4 ans et après, j'ai vécu pendant 15 ans dans le nord de l'Ardèche, dans le mont régional du Pilat, à Mâcla, où j'ai vécu de mes 4 à mes 19 ans. D'accord. Après, j'ai vécu un peu à Chalon-sur-Saône et je suis arrivée à Besançon en 2008. D'accord, ok. Oui, donc ça fait quelques années déjà que tu es Ça fait 16 ans. On est ensemble aussi pour parler d'un sujet assez particulier. De tes 6 ans à tes 16 ans, tu es victime de pédocriminalité. Oui. Pourquoi ce choix aussi d'en parler à cœur ouvert, sans tabou ? Justement parce que le gros problème de l'inceste et de la pédocriminalité, c'est l'omerta, c'est le silence et c'est là-dedans que s'enterrent les victimes. Ne pas parler, ça ronge. Et on n'en parlait pas, il y a eu MeToo. Et moi, depuis MeToo, je me dis, en fait, c'est un vrai sujet. Et plus on en parle, plus ça permet à d'autres personnes d'en parler. Cet agresseur était un ami de la famille, du coup, de tes parents. Est-ce que je peux te demander comment ça s'est du coup déroulé malheureusement ? C'était le meilleur ami de mon père, un ami qu'il avait depuis la maternelle. Et du coup, c'était un peu comme un oncle dans ma famille. Et oui, c'était des viols répétés. Il venait régulièrement à la maison, minimum 1 fois par mois, voire plus. Il était là pour les vacances, il était là les week-ends, c'était quelqu'un de la famille. Donc je ne peux pas vraiment quantifier. Quand on m'a demandé de quantifier, j'ai dit entre 50 et 100 viols. Aujourd'hui, je suis incapable de savoir si c'est moins ou si c'est plus. Quand on est enfant et qu'on traverse cette horreur absolue, est-ce que l'émotion, elle a sa place à cette période ou absolument pas ? Tout type d'émotion. Eh ben justement, la colère, je m'en suis rappelée aujourd'hui, mais j'ai eu beaucoup des crises de colère, et notamment très très jeune, vers 5, 6, 7 ans. Et c'était la seule émotion que je pouvais exprimer qui n'était pas du tout entendue et qui était même réfrénée. Et aujourd'hui, je me rappelle même que mes parents m'avaient mis sous la douche froide pour me calmer de cette colère. Et c'est parce qu'après, du coup, je ne pouvais pas parler. Enfin, j'avais déjà pas les mots, j'étais une petite fille, donc j'avais pas les mots, je comprenais pas. Et du coup, j'étais quelqu'un d'assez renfermé. Mais j'ai toujours eu des crises colériques, en tout cas. Comment elles se caractérisaient, ces crises-là, quand tu parles de crise colérique ? Il y avait tu tapais dans un mur, tu hurlais ? Quand j'étais petite, oui, je me roulais par terre et je hurlais et je pleurais. Par la suite, moi, je me faisais du mal plutôt à l'adolescence et à l'âge adulte. Je tapais dans les murs, je me tapais la tête contre les murs aussi. Et puis, au fur et à mesure, ces crises, je me suis dit, il ne faut plus que je me fasse du mal. Donc, je suis plutôt dans la team, j'envoie tout balancer. Enfin, je prends ce qu'il y a autour de moi et je le jette et je le casse. C'était surtout une frustration et une impuissance à parler, je pense. Et beaucoup de colère envers les adultes, quels qu'ils soient, que ce soit mes parents et ceux qui m'entouraient, de ne pas comprendre mon malaise et pas comprendre ce que je vivais. Oui, que personne ne te protège en fait, que tu sois seule là-dessus. C'est ça. Est-ce que tu vas avoir aussi, hormis ces crises colériques, d'autres moyens de t'exprimer, des échappatoires, si on peut dire, des petites évasions ou des choses, je sais pas, je pense à la lecture ou d'autres arts qui t'ont permis de t'évader ? Alors jeune, oui, ma mère me disait que même avant l'âge de la lecture, je savais déjà lire et j'ai toujours beaucoup aimé lire. Ça a vraiment été un refuge pour moi au moment de la primaire, du collège et même du lycée. Et j'ai commencé aussi à lire des recueils de poésie. Et j'ai commencé du coup à écrire de la poésie autour de l'âge de 10 ans. Donc c'est encore quelque chose que je fais beaucoup moins souvent. Mais c'était des moyens pour moi d'exprimer par les mots, mais la poésie permet aussi les métaphores et tout ça. Donc c'était jamais cru. Mais en fait, quand je relis aujourd'hui mes textes, je me dis « Ah oui, en fait, voilà ce que j'exprimais. » De la colère, de la frustration, de l'impuissance, beaucoup. De l'injustice aussi. De l'injustice.
Hmm. Quand ça durait encore et encore, malheureusement, donc tu étais aussi à l'école en parallèle, est-ce que tu en prenais conscience aussi petit à petit, peut-être en côtoyant d'autres personnes, d'autres jeunes femmes ou jeunes hommes? J'ai vraiment pris conscience de ce que je vivais au moment du lycée. Avant, j'avais pas les mots en fait, on n'en parlait pas, j'avais pas les mots et avec mes amis, j'étais une petite fille, tout ce qu'il y a de plus normal en tout cas. Et c'est vraiment à l'adolescence qu'on a commencé à faire des soirées filles, quoi, autour des 15-16 ans, où là j'ai entendu, je me rappelle une amie qui parlait de son frère qui l'agressait sexuellement. Et j'ai entendu ce mot de viol, d'agression sexuelle et ça a commencé, ça a vraiment été le début pour moi de la compréhension de ce qui se passait. Oui. Et c'est aussi un moment où en fait les violences s'arrêtaient. Et j'ai vraiment pris conscience des violences au moment où elles se sont arrêtées en fait. Oui, ça allait être ma question. À quel moment ces agressions, Ouais. est-ce que tu te souviens à quel moment ça s'est vraiment arrêté? Oui, exactement. Je peux même vous dire, c'était le 10 janvier 96. Je m'en rappelle, en fait, il venait dans ma chambre au milieu de la nuit, il venait dans mon lit et je venais d'avoir 16 ans. Et je me suis décalée dans le lit. Simplement, je me suis décalée et il n'est pas rentré dans le lit et il est parti. Et il n'est plus jamais revenu, dans mon lit en tout cas, parce qu'il faisait partie de la famille. Mais en tout cas, c'est vraiment le jour où ça s'est arrêté. Oui, enfin ça s'est arrêté en acte, mais toi Oui, ça en t'a acte. laissé Ah bah non, moi c'était le début de... du calvaire. Ouais, En fait, c'était la fin d'une exactement. action et le début Ouais, d'un chemin psychologique. exactement. À 19 ans, tu décides de parler pour la première fois à ton ex-copain. Est-ce que tu te souviens des mots qui sont sortis Ouais. la première fois où tu en as parlé? Oui, en fait, on était en train de faire l'amour. Et à chaque fois que j'avais des relations sexuelles, il y avait un truc à l'intérieur de moi, de l'ordre du dégoût, de la honte, de la colère, de la rancœur, beaucoup de choses pas jolies. Et en fait, je lui ai collé une droite en plein acte sexuel, comme ça. Pim. Ouais. Et en fait, heureusement, on l'appelle le Rasta, hein, donc le Rasta était très cool et il m'a dit « Mais Aurèle, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et en fait, j'étais face à quelqu'un qui m'écoutait et qui m'aimait et en qui j'avais confiance. Et c'est comme si j'ai vu les mots sortir et je lui ai dit, c'est peut-être parce que Michel m'a violée pendant des années. Voilà. C'est bien que tu dises son prénom parce que Oui. dans beaucoup de situations, on ne parle jamais du prénom, Ah on bah, ne le je le nomme dis, pas. son prénom, je le nomme. Ouais. Et comment tu t'es sentie à ce moment-là? C'est quoi ça se passe comment? Ça a été un effondrement. Mm. Ça a été un vrai effondrement et heureusement qu'il y avait du coup le Rasta, que le Rasta aurait pu en parler à sa maman. Et c'est sa maman qui a pris soin de moi et sa maman s'appelle Michel. Ah bah c'est top, super coïncidence. Oui. Et du coup, c'est vraiment sa maman qui a pris soin de moi, qui m'a emmenée vers le soin. Et avec le soin, j'ai commencé à parler, à refaire de la chronologie, à comprendre un peu ce qui m'était arrivé. Et à tes parents, comment ça s'est passé? Tu vas attendre tu vas mettre du temps? Super, ouais, j'étais pas en super bon lien avec mes parents à cette époque-là. Et je vivais du coup chez ma belle-mère avec le Rasta. Et en fait, c'était le travail en psychothérapie. C'était comment je vais dire ça à mes parents parce que c'est quelqu'un qui leur est proche. Et en fait, c'est pas moi qui ai initié ça. C'est un jour, mon père m'appelait de temps en temps. On s'appelait et mon père me dit « Devine où je suis ». Et en fait, je me suis sidérée au téléphone. Le Rasta l'a vu, il a pris le téléphone et il a dit « Maintenant, ça suffit en fait. Il va falloir que vous veniez parce qu'on a des choses à vous dire ». Mes parents sont venus quelques jours après et je leur ai dit. Je leur ai dit comme je l'ai dit au Rasta, avec les mêmes mots. Et j'ai énormément de chance. Aujourd'hui, je dis que j'ai plutôt des privilèges. C'est que mes parents m'ont cru. Alors que la plupart des victimes, en fait, leur parole n'est pas prise en compte. On ne les croit pas, quoi. Et surtout, quand ça mêle quelqu'un de la famille, au niveau de l'inceste, on va souvent prendre le parti de l'agresseur. Sauf que mon agresseur avait déjà été incarcéré et mes parents le savaient. Est-ce que ça, c'était une trahison? Est-ce que c'était aussi où tu t'es dit, purée, vraiment le devoir de protection, alors qu'en plus, qu'ils savaient le passif?
Exactement, oui. Oui, oui. Ah bah oui, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment cru. Après, quand il a été incarcéré, moi, c'était déjà terminé. Mais je me dis, ils auraient pu me demander. Hmm. Et peut-être que je ne serais pas passée par tout ça, enfin, Oui, bien sûr. que j'aurais été soutenue. Mais en tout cas, ils m'ont cru. Et la semaine d'après, mon père m'amenait au commissariat pour porter plainte. Comment tes parents ils vont réagir là en termes d'émotions? Est-ce qu'ils vont être aussi en colère? Est-ce qu'ils sont effondrés Ils autant que sont toi? énormément en colère contre lui, clairement, hein, parce que quand je dis ça à mon père, je dis mais tu le savais qu'il a déjà été incarcéré. Il me disait mais nous, on ne se doutait pas qu'il allait s'en prendre à nos enfants. Hmm. Bon. Donc oui, il y a beaucoup de colère. Mes parents pensent que je les rende coupables. Ils ne sont pas coupables, mais ils étaient responsables de la petite fille que j'étais. Et quand j'étais une petite fille, souvent, on avait beaucoup de gens à la maison, on faisait des grandes fêtes dans notre maison de famille. Il était là, forcément. Il y avait d'autres enfants. Et on dormait, tous les enfants, et Michel dormait dans la chambre des enfants. Hmm. Moi, je trouve ça hyper bizarre. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai eu une ado, mais ça a été une petite fille. À aucun moment, je laisserai ma fille dormir dans une autre chambre que la mienne. Enfin, voilà, c'est du bon sens. Après, ma mère me dit, tu sais, dans les années 80, les années 90, c'était pas la même chose, quoi. Et est-ce que tu penses que les victimes qui sont dans des cas malheureusement similaires ne veulent pas parler aussi parce qu'ils ont peur des jugements de leurs proches, de ne pas être crus ou de leurs émotions, de devoir porter les émotions de leurs proches? Aussi, oui, oui, je pense que ça aussi, c'est un frein énorme, en fait, et que pour pouvoir parler, il faut qu'il y ait plusieurs choses. En fait, il faut être sorti du système oppresseur, quoi qu'il en soit. Donc, sorti de la famille, il faut être au clair avec le lien qu'on a avec les gens de sa famille, et puis, ouais, il faut se sentir soutenu, quoi, parce que, on le voit encore aujourd'hui, hein, enfin, les grandes familles, les Kouchner, tout ça, enfin, on prend pas forcément parti pour la victime, hein, encore aujourd'hui. Et notamment en matière d'inceste. Et souvent quand c'est un beau-père. On a l'impression qu'une fois avoué, ça peut apaiser, mais en fait ça déclenche, il y a tout qui ressort, j'imagine. Au moment où tu en as parlé à ton papa, ta maman, il y a une colère qui est venue, qu'attendait depuis des années, je pense. Oui, qui était là, qui s'exprimait aussi d'une certaine manière, mais oui, il y a ça qui... oui, une colère, et puis... mais en même temps, je pense que j'avais foi en mes parents. Enfin, voilà. J'ai quand même foi en mes parents. Après, ils font ce qu'ils peuvent. Et eux aussi ont des histoires, enfin voilà, assez traumatiques dans leur famille. Aujourd'hui, je suis une adulte. Donc, je peux faire la part des choses. Et je peux pas dire que je leur en veux pas, parce qu'il y a toujours quelque chose au fond de moi en me disant, mais la manière dont j'ai été traitée, notamment pour ces colères, notamment, enfin, de ne pas avoir été entendue enfant dans ma souffrance. Oui. C'est compliqué, mais comme ils le disent, on n'était pas Montessori à l'époque, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, pour parler du coup de la réaction aussi positive de tes parents, c'est que ton papa t'a accompagné au commissariat. Oui. Comment les gendarmes t'ont-ils accueilli? Comment ça a se passé? Je le dis dans ma conf, je me dis, moi je suis arrivée avec mon papa. Le patriarche, il représentait tout. Donc, et il était là il était assis à côté de moi pendant toute la déposition. Donc tout ce que j'ai dit, il était là. J'avais aucune conscience de ce que j'allais faire, en fait. Enfin, et heureusement qu'il l'a fait à ce moment-là et qu'il m'a soutenue et qu'il m'a pris la main, parce qu'aujourd'hui, je suis pas sûre que je serais allée porter plainte, en fait. Et en face, j'avais un commissaire qui a été, je me rappelle encore, Monsieur Magnin. Enfin, je me rappelle de ce monsieur, quoi. Et ils ont pris toute ma déposition, ma plainte a été prise. Mais aujourd'hui, je me questionne. Je me dis, si j'étais venue seule, si j'étais venue avec une amie, est-ce qu'on aurait pris ma plainte comme on a pris ma plainte avec mon père? Si vous devez porter plainte, faites-vous accompagner par un homme, par une association de victimes, mais n'y allez pas seule, parce que bien sûr, en face, certaines sont formées, mais c'est vraiment pas le cas de tous et toutes. Et du coup, il y a les violences qu'on vit, et puis après, il y a la violence institutionnelle par la police, les gendarmes, la justice, quoi. Et c'est encore d'autres violences, c'est une double peine. C'est coûteux en termes d'énergie et d'argent de porter plainte, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 94% des plaintes pour viol qui sont classées sans suite. Et après, on dit, allez, porter plainte. Voilà. Moi, mon agresseur fait partie des 1% des violeurs condamnés. 1%. Donc, en tant que victime, aujourd'hui, je pense que la reconstruction peut passer par la justice.
mais doit déjà passer par la psychothérapie, les techniques comportementales et cognitives, les hospitalisations, par la santé mentale en tout cas, et physique. Une fois que la plainte est faite, comment ça va se dérouler si tu prends les étapes principales du procès? Déjà, est-ce qu'il va y avoir une enquête? Comment ça se passe? Eh ben, je crois que j'ai porté plainte en 2001 et en fait, ça va mettre énormément de temps. Donc moi, je vais porter plainte et en fait, je vais continuer ma vie. Et à cette époque-là, je me défonce beaucoup à la drogue. Enfin voilà, je fais des vraies parties, je consomme énormément de stupéfiants. Donc je suis dans un espèce de nuage où je travaille la journée, je me défonce le soir et le week-end. Et en fait, je vais très mal, quoi. Donc avant la justice, je vais déjà avoir une hospitalisation parce que je vais faire 42 kilos à un moment alors que je fais 1m72. Je m'alimente plus, je me défonce tout le temps, enfin voilà, je vais être hospitalisée. Et vraiment le début, ça va être comment je vais prendre soin de moi, Et en fait, on se fait arrêter parce on plante de la weed, on se fait arrêter et on se retrouve au tribunal. Et ça faisait déjà plus d'1 an que j'avais porté plainte. Et là, le Rasta, il me dit, mais en fait, Aurélie, on est au tribunal, va demander où ça en est. Moi, j'avais porté plainte, mais je savais pas qu'il fallait que je fasse quelque chose. Enfin, voilà, c'était laisser la justice faire son travail, quoi. Et du coup, je vais demander à quelqu'un, ça en est où mon affaire? Et là, la nana me dit, mais je peux pas vous donner ces informations. Quand elle me dit non, là, j'ouvre la fenêtre et je fais mine de sauter par la fenêtre. Voilà. D'accord. Ça. Et du coup, elle va me donner les informations. Enfin, je vais prendre une avocate. Enfin, ça va être un long périple. Et en fait, je vais apprendre après tout ça que pendant 2 ans, le poste de juge d'instruction était vacant. Et personne, ouais, ok. Ça veut dire qu'il y a l'instruction, c'est l'enquête qui est menée par la police autour du mise en cause du mec. Et pendant 2 ans, il n'y a personne. Donc ça veut dire que toutes les instructions sont en suspens. Et en fait, les lenteurs de la justice, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a un juge d'instruction pour 300 dossiers. 300 dossiers comme le mien. Enfin, je veux dire, qui doivent enquêter sur un mise en cause, aller dans son environnement, par travail, loisir. Et je me dis, en fait, pendant 2 ans, il n'y a eu personne. Et après, du coup, j'ai rencontré ce juge d'instruction avec qui ça s'est pas bien passé du tout. C'est assez compliqué. Et du moment où, en fait, mon père va écrire à Père Ben, à l'époque, qui était maire de Châlons. Voilà. Et il va dire à un moment, ça suffit, quoi. Et là, comme de par hasard, ça a été vachement plus rapide. Mais je me dis, voilà, c'est encore mon privilège d'avoir mon père qui a écrit à Père Ben, qui était ministre des gardes des Sceaux. Enfin. Ouais, et puis encore une fois, c'est triste d'en venir au piston pour qu'un dossier avance, sachant qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, mettent fin à leur vie aussi. Oui. Parce que ça n'avance pas. J'ai fait 2 tentatives de suicide à cette époque-là. D'accord. J'allais te demander, je me suis dit, est-ce que c'est le contre-coup de le fait d'avoir parlé et que du coup tout est ressorti? Ouais. Tu penses que c'est ça? En fait, c'est une souffrance que tu penses illimitée, que tu penses qu'il ne s'arrêtera jamais. Et moi, ça a été vraiment des moments où je me sentais terriblement seule, terriblement en souffrance. Où du coup j'avais une médication et au lieu de prendre 10 gouttes, je me suis tout avalé, quoi. Alors derrière, c'était pas forcément l'envie de mourir, mais c'est surtout l'envie que la souffrance prenne fin. Parce que pour moi, je me disais, mais je vais être toute ma vie dans cette souffrance. Ouais. Et une souffrance qui a été plantée en fait au couteau parce qu'il s'est passé durant ton enfance. C'est exactement ça, oui. Là, on parle vraiment du psychologique. Est-ce que tu as tout de suite eu des aides qui se sont mises en place ou encore une fois, tu as dû aller les chercher comme avec les institutions? Non, j'ai beaucoup de privilèges. C'est du coup ma belle-mère de l'époque qui m'a accompagnée vers une psychiatre que j'ai vue plusieurs années. J'ai été hospitalisée aussi pendant 3 mois la première fois et c'est mon médecin de famille qui m'a orientée là-bas. Et même si j'ai été en errance malgré tout, parce qu'aujourd'hui je vais en victimologie. Je vais au CHU et la victimologie, c'est l'étude des victimes. Enfin, j'ai une psychiatre et un psychologue qui savent de quoi ils parlent. Après, j'ai vu beaucoup de psys en tout genre et de thérapeutes qui me disaient mais c'est peut-être une relation avec votre... Enfin, des trucs de psychanalyse à la con, en fait, aujourd'hui, où j'en reviens énormément en me disant mais j'ai un peu perdu mon temps là-dedans.
Alors qu'aujourd'hui, voilà, je m'adresse à des personnes qui savent exactement ce qui se passe dans ma tête. Et j'ai même une psychologue qui m'a dit, mais Aurélie, je lui disais que j'ai des comportements inappropriés, que je me mets en colère. Elle me dit, mais vous avez des comportements normaux pour quelqu'un qui a vécu la normale. Oui, c'est ça. Et c'est ce que je me tue à dire aussi aux autres victimes. Non, vous n'êtes pas tarés, en fait. Non, vous n'êtes pas tarés. Vous avez juste, voilà, les réactions face au trauma, voilà, ça fait ça, quoi. Voilà. Et comment ça s'est passé, le procès? Parce que... Magique. J'en garde un souvenir très bizarre du premier procès. J'étais complètement dissociée. D'accord. Surtout que quand on arrive le premier jour, en fait, je suis seule. Parce que tous les témoins sont dans une pièce. Et la première matinée, on parle en fait de l'agresseur. Et j'étais toute seule. Et puis c'était sortez les violons. Alors lui dit avoir vu son père agresser ses demi-sœurs. Donc il se dit victime aussi. Il dit, moi je suis une victime, mais je vais pas agresser les autres. Bon. Et puis en fait, les témoins rentrent au compte-gouttes, mais ils sont rentrés le deuxième jour. Ton agresseur se met aussi dans la même position que toi. Tout à fait. Et la colère, du coup, ça doit... Cette émotion d'injustice, cette colère ne doit pas non plus... ça ne doit pas arranger les choses. Ah non, du tout. Surtout que moi, je venais de perdre un bébé quelques mois après. Et là, j'apprends... mon agresseur arrive avec sa conjointe, qui est assistante maternelle, et qui vient de perdre un bébé. Et là, je me suis dit, ah mais lui, il peut avoir des enfants. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde où voilà. Et je me disais, heureusement, c'est horrible, mais heureusement qu'il a perdu cet enfant. Elle n'était pas là pour le deuxième procès. Mais ça m'avait mis en colère, en fait. Vraiment de me dire, mais il peut avoir une vie, en fait. Il peut continuer à vivre, ce type, quoi. Oui. Moi, je perds et lui, il gagne. Ouais. Moi, quoi qu'il en soit, je veux dire, qu'il aille en prison, que j'ai de l'argent, je continue toujours à aller à l'hôpital, je continue à être en soins, je continue à avoir des cauchemars. Enfin, je veux dire, toute ma vie. Et bien sûr que je suis un peu plus apaisée, et encore, quoique. Moi, je peux même plus travailler. Je suis en train de faire un dossier MDPH tellement je suis explosée. Ouais. Voilà. Et la peine, tu parles aussi d'un deuxième procès. Oui. Donc en 2009. En 2008, il va prendre 12 ans. D'accord. C'était ce qu'avait demandé l'avocat général et mon avocate. Du coup, le parquet a donné 12 ans. Tout le monde était très content. Et je me suis dit, ah chouette, c'est la fin. Eh ben non. Et en fait, une semaine après, mon avocate m'a appelé pour dire qu'il avait fait appel. Donc il peut faire appel on ne peut pas faire appel de la culpabilité, il reste coupable, mais il peut faire appel de la réclusion criminelle. Et c'est ce qu'il a fait. Et l'année d'après, il a pris 10 ans, en sachant qu'il avait déjà été incarcéré 1 an, donc 9 ans, et qu'il y avait une peine de sûreté de 6 ans. Ouais. Donc il a dû sortir au bout de 6 ans. Je suis pas pour la prison, du tout. Mais aujourd'hui, notre société, on ne sait pas faire autrement. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font en prison ? Et quel est le suivi après ? Parce que c'est pas en déshumanisant qu'on permet de refaire des liens sociaux, en fait. Et du coup, je m'intéresse beaucoup à la justice restaurative. Et je me dis que justement, en fait, je suis médiatrice de Santé Père, je suis là pour porter la voix des victimes aux institutions, aux autres victimes. Et je me dis, si je peux porter cette voix-là, la mienne, mais qui est aussi la voix de plein d'autres victimes, aux personnes qui ont été agresseurs, mais qui ont certainement aussi été agressées. Mais je me dis peut-être qu'ils verront ma gueule, en fait. Et qu'ils penseront à mon spectacle et à tout ça. Voilà. Le procès, du coup, le deuxième procès s'est terminé en 2009. Oui. Juste après, c'est quoi la première chose qui est venue t'apaiser, en grandes guillemets, si on peut dire ? Alors moi, ça faisait 1 mois que j'avais un bébé, en fait. Et autant pour le premier procès, je dis ça, un animal sauvage dissocié, en colère. Autant de ce deuxième procès, j'y suis allée avec mon enfant au sein. Je l'allaitais en plein... J'étais dans ma toute-puissance de mère. Le fait d'être... La maternité m'a vraiment assise dans mes émotions, dans plein de choses, en fait, et dans ma maturité, en fait. Et je ne l'ai pas vu de la même chose. Et du coup, quand je suis sortie de ce procès, c'était la fin.
clairement. Et j'avais cet enfant. Et du coup, j'étais aussi en études d'éducatrice de jeunes enfants. Donc moi, je me disais, ça y est, je peux commencer ma vie. Je peux faire mes études, parce que j'ai jamais pu faire d'études, du coup. J'ai mon enfant à élever. Enfin, je veux dire, je me sens utile, j'ai quelque chose à faire, et ça, c'est du passé. Est-ce que, du coup, plus les années avancent, plus son enfant grandit, est-ce qu'il y a cette peur que ton enfant ressente ce que tu as pu vivre d'extrêmement douloureux? Ah, mais ça, de toute façon, alors, je fais tout pour l'en épargner, mais en fait, ma fille, on s'est séparés, elle venait d'avoir 4 ans, donc moi, je vis avec elle, on est en coloc, hein. Elle a eu 16 ans, là. Et en fait, elle m'a vue péter des câbles, jeter des choses. Enfin, elle m'a vue, elle me voit encore faire ça. Mais j'ai une enfant merveilleuse. Aujourd'hui, elle est capable de me dire pourquoi tu t'énerves là. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Hein. Et elle est d'une tempérance. Et en fait, quand j'ai commencé à faire la conf, du coup, c'était en 2021, donc elle avait 11-12 ans. Et ma formatrice m'avait dit, mais Aurélie, tu vas être un personnage public, tu vas être sur YouTube, ce serait bien que tu en parles à ta fille. Et puis j'avais des livres comme le livre noir des violences sexuelles, Enquête sur une société qui consomme ses enfants, l'histoire de la pédophilie au XXIe siècle. Donc je lisais des bouquins et j'arrivais pas à bosser quand elle était là, parce que j'arrivais pas, elle savait lire quoi, je savais. Donc un jour, elle fait des gâteaux, elle faisait des gâteaux, on se faisait du thé, puis je dis allez, aujourd'hui je le fais. Et je lui dis, j'arrive pas à travailler. Elle me dit, ah oui, t'arrives pas à travailler ton spectacle? Bah pourquoi maman? Je dis, c'est pas facile. Je dis, mais tu sais de quoi il parle mon spectacle? Et là, elle me dit, bah oui, tu prends un traitement, tu pètes des câbles, t'es un peu taré, tu vas à l'hôpital. Ouais, donc ma fille voyait tous mes symptômes en fait. Ouais. Donc elle les connaissait, c'était moi. Mais je lui ai dit, mais tu sais pourquoi? Et là, elle me dit, non, je sais pas. Et je me rappelle lui dire, c'est parce que je crois que j'ai dit des agressions sexuelles, j'ai pas réussi à dire viol. J'ai vécu des agressions sexuelles par un ami de papy. Et je l'ai vu physiquement le recevoir. Elle a fait comme ça. Et elle a eu les yeux, mais alors qu'elle a des yeux immenses déjà. Elle l'a reçu comme ça, puis elle a fait, ah mais c'est pour ça. Et en fait, elle a fait le lien en fait entre tout ça. Et après, elle a dit « Ah oui, parce que le consentement », et on est parti sur le consentement. Et aujourd'hui, elle sait que je vais à l'hôpital de jour, elle voit quand je vais pas bien, on est capable de se dire « Ah là, ça va pas ». Et puis elle me le dit « Non, mais ça va pas, quoi ». Ouais, il y a un échange aussi, parce que c'est marrant quand tu disais « Oui, ma fille savait déjà tout ». C'est un peu comme quand tu essaies de cacher un truc à ta maman ou à ton papa. Oui. Non, mais on le savait déjà, quoi. Ouais. Donc en fait, il y a ce truc de fusion qui est hyper touchant aussi, puis qui vient peut-être mettre du baume. En 2021, tu te spécialises dans les conférences gesticulées. Oui. Est-ce que concrètement, tu peux nous dire ce que c'est? Qu'est-ce qu'une conférence gesticulée? Une conférence gesticulée, c'est un objet scénique qui vient de l'éducation populaire. On part de nos anecdotes. C'est vraiment nos anecdotes de vie, les anecdotes qu'on rapporte depuis 10 ans. On sait comment on arrive même à faire des petits effets. C'est des choses qu'on raconte et qui, pour nous, cristallisent quelque chose de la domination. Donc moi, j'ai fait un stage, c'est sur 5 mois, c'est toutes les 5 semaines, 1 semaine par mois. On est 8 futurs gesticulants. Et on a des outils d'éducation populaire. C'est vraiment des outils ludiques, des outils d'écriture, petite histoire, grande histoire. Il y a plein de choses. Et à la fin de cette session-là, on a une conférence gesticulée. C'est déjà pour mettre en avant une parole incarnée. Moi, je l'ai vécue. Et du coup, je sais de quoi je parle, parce que ma parole est incarnée. Et on ne peut pas me dire, c'est pas vrai, c'est pas faux. Non, en fait, c'est moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et peut-être que quelqu'un d'autre aura une autre manière de le voir. Et ton nom d'artiste, Princesse Becky, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Princesse Becky, du coup? Mais normalement, il faut regarder la conf, mais bon, c'est pas grave. Alors, en quelques mots, brièvement. En quelques mots, en fait, Princesse Becky, Princesse et Becky, c'est mes deux surnoms dans la vie. Moi, je suis la première fille depuis 4 générations du côté de mon père. Et vraiment, les premières années avant que mon frère naisse, je suis une petite princesse. Enfin, j'ai toujours des belles tenues, je suis bien peignée, les mocassins, le petit carré. Donc, je suis une princesse et du coup, j'ai des relents de princesse quand je suis un peu bourrée.
Parce que oui, j'ai beau être une princesse, comme ça, on ne dirait pas que je suis une personne handicapée. En fait, elle est mignonne, elle parle bien, elle se tient debout. Mais en fait, ce que je dis dans ma conf, c'est que j'ai beaucoup de béquilles pour pouvoir encore être debout aujourd'hui. Des béquilles symboliques, des béquilles médicamenteuses, des béquilles à poil, voilà. Et j'avais commencé à faire un Instagram avec mes collages, avec mes poésies, et je m'étais dit, il faut que je me trouve un nom d'artiste, puis j'étais là. Ouais, Princesse Béquille, ça match. Et du coup, c'est devenu de plus en plus moi avec la conf. Est-ce que tu te souviens de ta première scène? Déjà, comment tu les prépares? Est-ce que il y a une préparation ou tu y vas vraiment au naturel? D'accord. C'est ce que je dis, c'est... moi, j'ai l'impression que c'est moi à la ville et à la campagne, quoi. Enfin, que je monte sur scène, c'est une continuité de moi. Je suis pas une autre personne sur scène, quoi. Bien sûr. Alors, si je suis Princesse Béquille, j'ai un peu plus de prestance. Je dois montrer aussi... Enfin, je monte pas quand je m'effondre, mais j'en parle, en tout cas. Je suis tellement fière de moi, en fait. Enfin, oui, je suis fière de moi, c'est ça, en fait. Je suis fière de ce que j'ai accompli. Je suis fière de réaliser ce rêve d'enfant, parce que moi, j'ai toujours voulu faire un spectacle. En fait, quand j'étais petite, je faisais des spectacles tout le temps, j'ai toujours adoré ça. Et je me dis, j'ai attendu 40 ans. Et en fait, c'est con, mais cette histoire de vie est limite un alibi pour me retrouver sur scène en princesse. Pour te sentir légitime. Ouais. Parce qu'en plus, tu parles pour toi et tu parles aussi pour les autres. Oui. Durant tes scènes, est-ce que tu as eu des... Est-ce que tu te souviens d'un témoignage qui t'a marqué, d'un retour? Tous les jours, enfin à chaque fois. Il y en a eu un là dernièrement, mais c'est très compliqué. En fait, au début, je pensais que je devais prendre tous les témoignages. Et en fait, à un moment, j'y arrivais plus, quoi. Et c'est pas mon travail, c'est le travail des psys. Et donc, au fur et à mesure, j'ai construit ça dans ma conf où je disais, en fait, oui, moi je parle et je vous permets de parler. Surtout, ne venez pas me dire à moi, parce que moi, je suis pas formée à ça. Et pourtant, j'ai fait une formation de pair et danse, de PAIR et danse. Et même là, je me dis, en fait, là, il y a ma dernière date au Cursal, quelqu'un est venu me parler et elle m'a raconté des atrocités. Je me suis retrouvée sidérée et à en cauchemarder pendant une semaine. Je ne veux plus, en fait. Je ne veux plus. C'est pas parce que moi je parle qu'il faut venir me parler à moi. Mais en fait, j'ai toujours cette souffrance de me dire que la personne a vécu des choses horribles, quoi. C'est exactement ça, j'allais te dire, la colère, elle est jamais terminée, parce que chaque histoire de l'autre te ramène à la tienne. Oui, c'est ça. Ouais. Et mon histoire... Et inversement. Et pareil, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas le même agresseur, c'est pas le même lieu. Mais en fait, toujours à un moment, on est des victimes. La victimologie, c'est les mêmes souffrances, ça s'exprime de la même manière. En février 2024, tu vas découvrir que tu as un trouble de la personnalité limite. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est? Écoute, c'est tout nouveau pour moi, mais un trouble de la personnalité limite, c'est ce qu'on appelle le trouble borderline. C'est une dysrégulation des émotions. Alors, moi, c'est la colère, c'est souvent la colère, mais ça peut être aussi la mélancolie, ça peut être plein d'autres émotions, et notamment la joie, je la ressens aussi, voilà. Et c'est aussi une énorme peur du rejet, de l'abandon. Et puis il y a aussi beaucoup autour des addictions, des troubles du comportement alimentaire, enfin il y a plein de choses qui sont liées, ouais. Donc moi c'est vraiment quelque chose de nouveau. Là en ce moment je suis à l'hôpital de jour dans un groupe spécifique d'éducation thérapeutique et j'en apprends tous les jours. Et aujourd'hui j'ai même des outils de régulation émotionnelle, des outils aussi pour mes comportements. Et aujourd'hui j'analyse tellement de choses de ce que j'ai pu être et je me dis que ce trouble en fait il est là depuis toute petite. Quand tu as su le diagnostic, d'abord, c'était quoi ta réaction? Soulagée. Parce que c'est pas faute, j'ai fait 3-4 hospitalisations dans toutes ces années et à aucun moment j'ai vu des psychiatres. Enfin, à aucun moment il y a quelqu'un qui a posé un diagnostic. Enfin, j'ai un syndrome de stress post-traumatique qui est toujours là. Mais du coup, là, quand mon psychiatre l'a posé, et puis il m'a vu 3 fois, et tout de suite, il m'a sorti la symptologie, et j'étais là, ah ouais, ok, donc il y a 9 items, et il faut en avoir 5, moi j'en ai 8, quoi. Ouais. Donc j'étais là, ah oui, ok. Et du coup,
bah, du coup, il y a un diagnostic. Maintenant, je suis sur des comptes de père aidance d'éducation thérapeutique parce qu'on s'éduque, en fait. Je peux être actrice de mon soin. En fait, oui, j'ai un trouble. Mais en fait, bah, il y a de la médecine, il y a la psychologie. Et je peux moi-même m'auto-gérer, m'auto-réguler. Bon, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment bien. Et du coup, j'ai du soin adapté. Enfin. Bien sûr. Oui, tu as quelque chose qui est spécialisé. Oui, pour des comportements inadaptés. Oui, d'accord. Et en fait aussi, aujourd'hui, il y a ce truc aussi avec la femme, ce rapport entre la femme et la colère, dans le sens où l'hystérie. Bien sûr, la folie, l'hystérie. Est-ce que c'est aussi hyper compliqué à gérer, sachant que tu sais que tu as une maladie qui est elle aussi hyper stigmatisée? Enfin, je veux dire, c'est pas double peine parce que c'est comme ça. Mais est-ce que c'est ça aussi, c'est compliqué du coup à gérer? Alors, c'est vrai que moi, je remets jamais. J'ai beaucoup de mal à mettre mon genre là-dedans parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que j'étais un homme blanc. Enfin, je pense que ça aussi, c'est dû à mon père. Ma parole avait. Enfin, il y avait un truc où je me sentais comme un légitime. Toujours. Donc, mais après, je me suis bien rendu compte et on m'a traité d'hystérique. Mais en fait, aujourd'hui, on traite hystérique les femmes parce que la colère, c'est pas joli. On n'a pas le droit d'être en colère en tant que femme. Les femmes ont toujours été en colère, mais à la cuisine, à s'occuper des gamins, elles n'avaient pas l'espace de l'exprimer. Et dès qu'elles l'exprimaient, elles étaient chiantes en fait. Enfin, elles venaient bousculer un ordre établi. Sauf qu'aujourd'hui, cette colère, elle est dans les rues. Cette colère, elle est sur tous les comptes Insta que je suis. Cette colère, c'est MeToo en fait. Et cette colère, elle est légitime parce qu'il y a des centaines d'années, enfin je sais pas, des milliers d'années en fait d'oppression. Et jusqu'aujourd'hui, la colère est juste de dire mais merde en fait les gars, on en a ras-le-bol quoi. C'est fini en fait. Je vois une Béatrice Dalle à la télé. Enfin je vois ces femmes-là qui pour moi je me disais waouh. Waouh comment elle la ramène, comment elle lui fait fermer son clapet. Enfin, et je me disais mais génial, enfin, c'est ça qu'on veut quoi. Et c'est légitime. C'est pas n'importe quoi. C'est parce qu'elles viennent défendre des droits. Les droits de leur foyer, mais les droits aussi universels des femmes. Humains, quoi. Humains. Aussi. Bah, bien sûr. Oui. Ouais. Voilà. Alors, on a parlé de tes parents. T'en es où, là, actuellement, avec eux? À l'époque où j'ai fait la conf, je leur parlais plus. Il y a eu plusieurs moments dans ma vie où j'ai eu besoin de prendre de la distance. Et je pense pas que j'aurais pu faire la conf si je parlais à mes parents. Et du coup, ma mère, on a renoué du lien parce que je venais jouer à 5 km de chez elle. Donc, je l'ai invitée. Et cette première fois, elle s'est mise devant. Et elle a pleuré du début à la fin. Et en fait, elle est revenue déjà plusieurs fois, je crois 4 fois. Maintenant, elle se marre. Elle se met toujours devant. Ça, j'ai horreur de ça. Elle se met devant. Bon, c'est pas grave. Et elle se marre. Elle rigole à mes blagues. Enfin, et je pense que ça a fait aussi son chemin pour elle. Et je reviens du coup à ton art, au spectacle. L'expression de soi pousse les gens du coup à se confier pour la première fois, comme tu en as parlé précédemment. L'art, en fait, c'est finalement un médicament sain. Mon psychologue parlait de sublimation, que j'avais atteint ce niveau extrême de sublimation. Bah, heureusement, et en fait, dans la conférence gesticulée, donc il y a ce savoir froid, ce savoir chaud, qui sont les 2 premiers fils, et après, on rajoute des autres fils. Et moi, j'ai un fil qui est l'expression artistique. Et tout au long de ma conf, bah, déjà, il y a la robe de princesse, je chante, je lis de la poésie. Je fais aussi des collages. Les collages m'ont beaucoup aidée en clinique il y a quelques années. J'ai découvert cet art-là et c'est accessible à tout le monde. Et puis ce que je dis, avoir des ciseaux et pas de passer la pulsion d'en découper au lieu d'avoir envie de se les planter. Mais vraiment l'art, moi, ça m'a sauvé la vie, quoi. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'utilise pour me faire du bien et pour être valorisée, simplement, quoi. Bien sûr. C'est ce que tu disais, en fait, j'ai l'impression que la colère, c'est pas une constance dans le sens où il n'y a pas un apaisement qui dure sur du long terme. Ça reste encore des montagnes russes, cette émotion-là. Oui, et puis je la ressens toujours parce que, bah oui, je suis en colère aujourd'hui contre le patriarcat, le capitalisme et tout ça. Je suis en colère contre Israël et tout ce qui se passe aujourd'hui, je suis énormément en colère, mais je veux plus rester dans cette colère. En fait, je veux que cette colère soit constructive
Donc, comment je l'utilise? Et en fait, justement, j'apprends ça en éducation thérapeutique, c'est que c'est un moteur, en fait. Et aujourd'hui, ma colère, elle m'a permis de créer ma conf, elle m'a permis de faire de la formation. Aujourd'hui, elle me permet d'aller lutter, de parler aujourd'hui, en fait. Et c'est une puissance énorme, la colère, en fait. C'est vraiment... Et je me rends compte à quel point je suis puissante. Sauf que il faut savoir la maîtriser. Ouais. Il faut savoir en faire quelque chose un kamehameha positif. Ouais, c'est ce que j'allais... Et c'est toute l'art, l'art en fait partie justement pour transcender ça. Bien sûr. Pour que ça puisse être acceptable socialement, ouais. Mais en fait, je sais pas si un jour je serai plus en colère. Je vois pas trop pourquoi je serais plus en colère. Ou alors je serais en ermitage depuis des années dans une petite maison dans la forêt. Je n'aurai plus de liens sociaux. J'aurai juste des animaux. Et je me dis là, peut-être que je serai une vieille femme qui n'aura plus de colère. Mais aujourd'hui, je sens qu'elle est encore là. Et justement, je veux la mettre dans l'action. Bien sûr. Donc ça peut être de l'action pour moi, mais aussi pour les autres. Et d'ailleurs, ce qui t'a poussé à écrire là, ce que tu as devant toi, est-ce que tu pourras déjà nous le lire? Oui, je peux vous le lire et vous expliquer comment je l'ai écrit, ce truc. Eh bien, allons-y. Je le lis? Allez, tu le lis, tu prends le temps que tu veux. Voilà. Ça marche. Je suis une cocotte minute. À l'intérieur, un bouillon. De détritus qui rebutent, un marasme d'émotions. Comme le lait sur le feu, l'étincelle sur la paille, j'embrase en mon milieu la lave de mes entrailles. Si l'extérieur me parjure, je rentre en ébullition. Avec la rage, je vous jure, je me vide par explosion. De mon ventre bouillonnant comme le feu sous la glace, sur ma peau jaillissant l'eczéma de mes angoisses. Je suis une cocotte minute, impuissante face au viol. Coursée d'hommes en rut, je traîne mes casseroles. Ouais. Très, très... Ouais, putain, celle-là... Et comment tu l'as écrit du coup? Et du coup, c'était en clinique, où on avait des ateliers d'écriture. J'adore ça, les ateliers d'écriture. Et on est arrivé, et la meuf nous dit « colère ». Et ça, d'une traite. D'une traite. Vraiment, c'est sorti, mais tous les mots, c'est exactement ça. Puis l'eczéma, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais j'étais couverte de plaques rouges, d'eczéma, je me grattais au sang. C'est là où je dis, ça me rongeait. Ça atteignait ma peau, en fait. J'avais des aigreurs d'estomac, j'avais plein de problèmes gynécologiques. Vraiment un truc qui brûle. Pas malsaine, mais disons une colère. Qui me brûlait. Qui te ronge, qui te détruit. Qui me détruit, ça me brûlait de l'intérieur. Et c'est à partir de quel moment où ton eczéma est parti? Ma conf. C'est ta conférence qui finalement t'a sauvé. J'en ai encore un petit peu et tout, mais la conf, en fait, j'ai tellement l'espace de parler que ça s'en va de ton corps. En fait, c'est ça. Je pense vraiment que c'est ça, quoi. Bien sûr. Et puis aussi de faire attention à mon corps. J'ai eu une psychologue qui me disait « Aurélie, entourez-vous de douceur ». Et je ne comprenais pas, moi, ce que ça voulait dire, parce que je n'ai jamais été entourée de douceur. Du coup, je m'achetais des doudous. Je me suis acheté un pull avec un petit chien. Des trucs que je n'arrivais pas à comprendre, quoi. Et maintenant, je comprends. En fait, juste, je me mettais de la crème et me caressais. Des choses que je faisais jamais. De boire de l'aloe vera. Des trucs cons. De prendre un petit chien. Ça, c'est de la douceur. D'ailleurs, Césario, tu viens à l'écran? Césario, viens mon loulou. Il n'a pas envie de bouger. Il n'a pas envie de bouger. Oh là. On va complètement le déranger. Oh voilà, mon bébé chien. Mais ça t'a apaisé. Ah, alors là, regardez-moi ça. Après, voilà, là, il y a beaucoup de douceur. C'est un pull vivant. Ah oui. Mais voilà, entourez-vous de douceur. Et maintenant, je comprends de mieux en mieux. Déjà, arrête de te faire du mal. Ouais. Ne va pas dans des comportements qui te font du mal. Après, je sais que j'ai un trouble. Mais ça aussi, je pense la maturité
fait que j'essaie de m'apaiser et que je me rends compte. Il y a cette chose avec la colère, c'est qu'en plus, avec mon trouble, la colère, une personne qui va être en colère 1 minute, ça met 4 minutes à redescendre. Ouais. Moi, je suis en colère 10 minutes, il me faut 1 heure pour redescendre. Ouais. Et il y a de la cortisol, et c'est très très mauvais, en fait. Bien sûr. Et en fait, je veux plus de cortisol. Maintenant, je veux juste de l'ocytocine. Des petits chiens. Et des petits chiens mignons. Et justement, ça sera la dernière question du coup de notre échange. Si la colère, elle était assise C'est drôle, ce que sur tu le dis. canapé, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est drôle parce qu'à un moment, j'étais très seule et j'avais donné un prénom à ma solitude D'accord. qui s'appelait Solène. Ok. Et ma colère, elle s'appelle Charlotte. D'accord. Pourquoi C'est Charlotte? Parce que c'est Charlotte, il y a un truc. Et pareil, j'avais une psy qui me disait parlez-lui. Parlez-lui. Et en fait, de défusionner comme ça et de la mettre en extérieur, je la vois beaucoup moins. Présente. Ouais. Et pareil, en art-thérapie, la première fois, on devait dessiner notre colère. J'avais pris des feutres jaunes et rouges, puis je faisais des trucs comme ça. Et après, j'avais pris du noir comme ça. Et en fait, j'avais dessiné. Quand je l'ai levé, tout le monde m'a fait « Waouh !» J'étais là, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça faisait une vulve. Ouais. Ça faisait vraiment une vulve en feu. Et après, du coup, j'avais décidé de la brûler. Pareil, brûler la colère, quoi. Et même au sol, ça avait encore fait un truc d'une vulve. J'ai là, oh mon Dieu, quel enfer. Et ça, toutes ces choses symboliques, en fait, de la voir à l'extérieur, de la dessiner, de lui donner un nom, de dire, en fait, je t'accepte. Comment on peut... Cohabiter. On se tire la main et on y va. Et puis c'est une meuf, quoi. Ouais. Ça, clairement. C'est une femme. Ah ouais. Ouais. Et justement, comment... c'est ma jumelle maléfique, en gros, quoi. C'est le moi qui explose. Qui autant a pu te détruire, qui autant a pu être moteur aussi de choses, de belles choses. De belles choses, justement, dans la sublimation et dans comment je me réapproprie mon histoire et mes traumas et tout ça. Donc... Et puis aujourd'hui, si on n'est pas en colère dans ce monde-là, je me dis, c'est qu'on n'a pas d'empathie, c'est qu'on est... on n'est pas vivant presque. Parce que ne pas être en colère aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup de choses, moi, qui me mettent en colère. Ouais. Bon, de là à aller poser des bombes, je sais pas. C'est un label. Voilà. Mais au moins d'en faire quelque chose. Oui, d'en faire quelque chose positif.